bien, c'est une chanson chinoise, voilà, un peu disco comme ça, et tout va bien. Alors on ne sait pas du tout si ça a circulé effectivement de cette façon, le Covid. Ce qu'on sait, c'est que, eh bien, écoutez, on a parlé le 12 juin, le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé, je rappelle son nom, l'Éthiopien Tedros Adhanom Ghebreyesus, a déclaré que les familles des millions de personnes qui sont mortes du Covid-19 méritent de savoir quelle est l'origine de ce virus afin que nous puissions éviter que cela ne se reproduise. Bah écoutez, ça me paraît effectivement la moindre des choses. Alors tout le monde appelle maintenant, tout le monde se réveille. Allez, une étude de phase 2 sur les origines de la Covid-19. Et une lettre de 31 scientifiques internationaux, eh bien, ils enfoncent le clou, au bon sens du terme, en disant, écoutez, il est temps, effectivement, de le savoir. C'est bien ces déclarations. Et nous demandons une enquête scientifique complète sur toutes les hypothèses d'origine plausible, dotée d'un accès illimité à tous les dossiers. Et oui, parce que ça n'a pas été le cas. Échantillons et personnel pertinent en Chine et ailleurs si nécessaire. Et il trace deux options. Une première qui dit inviter la Chine à coopérer pleinement. Une deuxième option, une enquête alternative fondée sur la science. Et ils ajoutent dans leur pétition, les scientifiques, il ne faut pas accorder au gouvernement chinois un droit de veto sur le fait que le reste du monde mène ou non une enquête aussi complète que possible, parce qu'on sait que c'est vraiment le moindre des faits. La Chine n'a pas été d'une transparence totale sur ce sujet. Et puis, ils ajoutent, et là c'est une information, un grand nombre d'informations très pertinentes pourraient être recueillies sans la participation des autorités chinoises. Bonjour Jean-Michel Clavry. Bonjour, Monsieur Berkoff. Bonjour, vous êtes professeur émérite de médecine, vous êtes virologue à l'université d'Aix-Marseille, en France, bien sûr, à Aix-Marseille. Et vous avez été l'un des signataires de cette lettre ouverte de 31 scientifiques. Et qui me paraît effectivement venir à son heure et être de très bonne composition, dans la mesure où c'est vrai qu'on a envie de savoir, et c'est vrai que, je rappelle simplement à nos auditeurs, que si on évoquait comme ça, sans dire qu'il se pourrait qu'il y ait eu une fuite dans un laboratoire, notamment celui de Wuhan, vous passiez immédiatement pour un dangereux complotiste, voire un ancien savant sénile. Où en est-on aujourd'hui ? Alors d'abord, je vous remercie de donner la parole à notre collectif. C'est la 4e lettre ouverte en ce sens, oui. Puisqu'en fait, ce que réclame cette lettre ouverte, c'est depuis toujours qu'une enquête soit menée, parce que vous serez surpris de savoir que malgré les 4 millions de morts et les 15 000 milliards de dollars ou d'euros qu'a coûté cette pandémie, il n'y a toujours pas de véritable enquête menée, de financement pour une enquête, pour savoir vraiment d'où vient ce virus. Et on a probablement dépensé beaucoup plus d'énergie pour ce fameux vol de la Malaysia Airlines, vous savez, le vol 370 qui a disparu en 2014. On a fait des recherches pendant 3 ans pour 239 personnes qui sont mortes. Et là, on en a 4 millions et actuellement, c'est au point mort. Il n'y a absolument rien qui se passe. Attendez, c'est très important, excusez-moi, professeur, c'est hallucinant. Vous dites qu'il n'y a même pas de financement à l'heure où on parle d'une enquête sur les origines du virus. Il n'y a absolument aucune enquête rigoureusement définie. Il n'y a rien qui se passe pour l'instant. On parle au niveau des politiques, l'Europe a pris un petit peu position, la France assez peu, mais bon, il y a des voix qui se commencent à faire entendre. Mais c'est surtout effectivement les Américains qui ont repris le flambeau, avec en plus une complexité politique qui fait que, comme vous le savez, Trump a été le premier à dire, dans des conditions qui sont encore extrêmement floues, qu'il savait, qu'il pensait qu'effectivement il y avait eu une origine qui était un accident de laboratoire dans l'institution. D'accord. Et bien sûr, dès que la majorité a changé de camp aux États-Unis, eh bien, il y a eu un gros problème parce que même si effectivement beaucoup de sénateurs démocrates, par exemple, sont d'accord avec cette idée, eh bien, pour des problèmes politiques, pour ne pas donner raison à Trump, une fois avait raison, ça a vraiment bloqué le processus pendant très longtemps. Et il ne fait que redémarrer. Depuis récemment, vous avez vu, le président a demandé à ses services secrets de bien vouloir lui faire un rapport circonstancié sur ce qu'on savait vraiment sur l'origine de cette pandémie.
Alors, professeur Claverie, comment peut-on avancer, alors, pratiquement aujourd'hui? On en est, vous dites vous-même, au point mort, ce qui est quand même hallucinant, qu'on sache, ça fait pratiquement 2 ans, en tout cas 1 an et demi, que l'on voit tout cela, et quand le président, le directeur général de l'OMS dit, et oui, il faudrait connaître l'origine de ce virus, afin que nous puissions éviter que cela ne se reproduise, mais mais apparemment, les milliards pour faire l'enquête n'existent pas. Donc, comment, aujourd'hui, on peut avancer concrètement? Alors, il faut bien savoir qu'il y a eu cette mission au mois de février 2021, Oui. une espèce de mission complètement, une farce presque, Ouais. qui d'ailleurs n'était pas une mission officielle de l'OMS, l'OMS y participait, et qui avait été négociée pendant des mois, et dans lesquels effectivement les Chinois étaient à parité, il y avait 13 Chinois, 13 experts internationaux, et il y avait absolument tout été scénarisé, si vous voulez, donc les Chinois avaient un veto total sur le rapport final, les Chinois nous montraient, on leur posait des questions, mais les internationaux n'avaient accès à aucune donnée directe, on n'avait accès à aucun questionnement direct, éventuellement des protagonistes, et il n'y avait aucun échantillonnage. Par exemple, on n'avait pas le droit d'aller rechercher physiquement des virus et de ramener des échantillons du marché de Wuhan. Donc c'était une véritable farce qui fait qu'en fin de compte, juste après la remise du rapport, la conclusion de la remise du rapport par le président, donc par le secrétaire général de l'OMS lui-même, que vous avez cité, a été de dire « je ne suis pas satisfait » et en gros « je ne crois pas ce rapport ». C'est quand même vraiment extrêmement c'est hallucinant. Et un grand courage politique quand même de l'OMS, il faut le dire, parce que... Surtout, on connaît ses liens avec les Chinois, quand même. Il y a quelques liens. Alors voilà, c'est ça. On a donc pu se rendre compte aussi pour cette histoire dont vous avez sorti, effectivement, tout a changé depuis le 14 mai, où enfin un grand journal de recherche qui s'appelle Science, un journal américain, a osé publier une tribune disant que bon, maintenant, ça suffit. Tous les gens qui pensent qu'éventuellement il y a une influence ou un accident dans le laboratoire de Wuhan et qui pourrait être impliqué dans l'origine du virus, ceci est une hypothèse aussi scientifique que les autres, et il faut la remettre sur la table. Parce qu'avant, eh bien, les grands journaux, beaucoup d'ailleurs ont des intérêts financiers effectivement avec la Chine, interdisaient à qui que ce soit de publier des articles. Incroyable. Il y avait une véritable censure, ça c'est très clair. Elle a été dénoncée, notamment par les journaux de Springer Nature, qui ont des gros intérêts financiers avec la Chine, par le grand journal de médecine Lancet. Tout ça est organisé à la fois pour des raisons de conflits d'intérêts personnels. Les gens qui étaient aux commandes de ces journaux avaient des conflits d'intérêts personnels avec la Chine ou des rapports étroits avec des laboratoires chinois, ou simplement les éditeurs n'avaient pas envie d'importuner les Chinois avec cette hypothèse. Voilà. C'est assez hallucinant quand même cette histoire, d'autant plus que effectivement. Mais alors, du coup, par rapport à ce qu'il y a eu là, il a fallu attendre mai. Vous dites mai, c'était le mois dernier, pour que quand même on se réveille. Et alors, et surtout, dites-moi, mais vous croyez pas que dans vos 2 options, l'une, inviter la Chine à coopérer pleinement, est-ce que, vu la théâtralisation et comme vous dites la farce de février dernier, est-ce que c'est la deuxième option, l'enquête alternative fondée sur la science, est-ce que celle-là est possible, vous le dites ici, sans la collaboration chinoise, sans la coopération chinoise? Parce qu'on a l'impression que les Chinois ne vont pas être très, très, très coopératifs dans cette histoire. Alors, elle va être extrêmement, extrêmement difficile. Alors, je veux bien quand même dire de la part de mes collègues aussi que notre lettre ouverte et notre collectif ne prend pas position vis-à-vis de la véritable hypothèse. On ne la connaît pas. Il y a effectivement l'hypothèse de la fuite de laboratoire, d'ailleurs qui peut être une suite même totalement involontaire et inconnue même des services chinois. Ou alors effectivement cette fameuse zoonose, c'est-à-dire que vous avez cité, et effectivement, le virus vient effectivement des chauves-souris, il en vient directement ou il en vient éventuellement à travers un autre animal. Non mais en bon scientifique, vous posez les hypothèses. Et puis on va voir, voilà. On réclame le droit d'avoir à toutes les évaluer et non pas s'interdire d'évaluer l'hypothèse qui met, si vous voulez, en cause le laboratoire de Wuhan. Je vous explique, regardez, il n'y a plus de rage en France, quasiment, d'accord ? Le grand laboratoire de référence de la rage en France est à l'Institut Pasteur, à Paris, dans le 15e arrondissement. Imaginez d'un seul coup qu'on découvre une épidémie de rage dans le 15e arrondissement. Est-ce que vous allez d'abord penser qu'il y a une meute de loups qui a envahi la rue du Docteur Roux, ou est-ce que vous allez éventuellement penser que peut-être il y a eu un problème dans ce centre de référence de la rage? Bien sûr que non. Donc il y a une énorme coïncidence. Et là, c'est la même chose avec cet institut de Wuhan qui est littéralement la Mecque de la recherche
sur les coronavirus et qui a littéralement des milliers d'échantillons de crottes de chauves-souris, je m'excuse, et de gens qui contiennent énormément de virus du type coronavirus et qui sont, c'est vraiment la mecque de cette recherche. Et puis c'est là que l'épidémie s'est déclenchée. Enfin, on le sait aussi. Voilà, donc, effectivement, c'est là que l'on veut, enfin, en principe, que tout indique, mais c'est les Chinois eux-mêmes qui ont vraiment indiqué que c'est à Wuhan, que l'épicentre de l'épidémie est à Wuhan. C'est pas nous qui l'avons inventé. Bien sûr. Mais non, la coïncidence de la présence de ce laboratoire en plein milieu de la ville est bien sûr quelque chose de très troublant. Mais bien sûr, une coïncidence, ce n'est pas une preuve, ce n'est pas même une bien preuve. Sûr. Professeur Clavry, restez avec nous, nous allons continuer un peu à parler de cela, c'est quand même fondamental et c'est hallucinant qu'on ait dû attendre aujourd'hui, en tout cas pour que peut-être une enquête commence, véritable. Là, vous aussi, vous pouvez évidemment réagir à ce sujet, ces enquêtes autour de l'origine du SARS-CoV-2. Il n'y a toujours pas de véritable enquête sur le sujet, c'est ce que nous rappelle justement Monsieur Clavry. Eh bien, vous réagissez au 08 126 300 300. Et nous sommes toujours avec Jean-Michel Clavry, professeur émérite de médecine, virologue à l'ex-Marseille Université, et signataire avec 30 autres scientifiques sur une enquête complète, et on a appris sur l'origine effectivement du SARS-CoV-19. Et ce qui est hallucinant, et on l'a appris, on le savait, mais franchement, vous nous l'avez confirmé, c'est qu'à l'heure où on parle aujourd'hui, il n'y a encore ni financement, ni enquête sur les origines de ce Covid-19. Et quand on se rappelle ce qui s'est passé avec le Lancet, ce qui s'est passé avec un certain nombre de revues scientifiques et avec les conflits d'intérêts, on peut vraiment se poser des questions. Je voudrais demander, Jean-Michel Clavry, par exemple, très concrètement, pour vous, lancer une enquête aujourd'hui, ça signifierait quoi? Ça signifierait renvoyer une équipe en Chine, parce qu'il faut bien y aller. Et comment faire et comment gérer la relative et probable opposition, je le disais juste avant l'interruption, notre pause, le relatif manque d'enthousiasme des autorités chinoises? Alors, beaucoup d'expériences de recherche se font à partir d'échantillons qui sont peut-être déjà dans des frigos ailleurs qu'en Chine. Donc c'est probablement à ça que pensent nos collègues, c'est qu'effectivement, si vous arrivez à montrer qu'on n'a jamais vu, par exemple, ce virus dans aucun échantillon de sang, ou qu'on n'a aucun anticorps contre ce virus dans tel ou tel pays autre que la Chine ou que la région de Wuhan, n'importe quoi, effectivement, vous avez déjà la preuve que c'est pas un virus qui, notamment, existe depuis longtemps, puisque un contre-feu a notamment été allumé par plusieurs scientifiques, y compris d'ailleurs européens, qui prétendent que ce virus était peut-être déjà présent en Italie, au Vietnam, ailleurs, tout ça, alors que la plupart de ces recherches et de ces arguments sont probablement très mal fondés, très peu fondés. Mais donc tout ça est à vérifier. Et donc tout ça va se faire d'une manière historique sur éventuellement des isolations ou des échantillons qui sont déjà présents. Mais je voudrais quand même rajouter quelque chose sur l'ambiguïté du mot origine, parce que les médias ajoutent un petit peu à la confusion, et même certains de nos collègues. L'origine du virus, elle est évidemment totalement naturelle. L'ancêtre, si vous voulez, du virus actuel, c'est bien effectivement un virus de chauve-souris. Maintenant, le problème, c'est que il y a des gens, je peux en passer sur votre antenne, qui ont dit que ce virus avait totalement été fabriqué par l'homme et tout ça. Ça, effectivement, je ne pense absolument pas que c'est possible. Par contre, il est extrêmement facile, d'une certaine manière, de transformer un virus qui n'est pas capable d'infecter un humain en un virus capable d'infecter un humain d'une manière totalement presque naturelle également, parce que si vous ramenez un échantillon, par exemple, dans votre laboratoire, et que vous tentez de mettre en culture ce virus de chauve-souris sur des cultures humaines, par exemple, pour voir est-ce qu'il est capable d'infecter l'humain, vu que vous allez ramener des virus qui sont dans l'environnement, ils sont totalement non purs, et vous connaissez les variants. Il y a des milliers de variants dans ce truc-là. Il y en aura peut-être quelques-uns qui sont capables d'infecter les cellules humaines, et sans même le savoir, en simplement mettant en culture ce virus, vous êtes en train de faire ce qu'on appelle en langage technique un gain de fonction. Vous allez transformer ce virus de chauve-souris en un virus capable d'infecter un humain. Or, la personne qui fait cette expérience, au départ, ne sait pas qu'elle travaille sur un virus dangereux. Et donc, on a beaucoup attiré l'attention sur ces fameux P4 et P3 et tout ça, où les gens sont dans le scaphandre. Mais il faut bien voir que la majorité des échantillons, quand ils reviennent de l'environnement, ne sont pas du tout traités
avec ce type de sécurité. Ils sont traités comme, on l'a dit souvent, comme au niveau d'hygiène d'un cabinet de dentiste américain, si vous voulez. C'est ça. Donc, et c'est parfaitement possible qu'un scientifique s'infecte sans le savoir. D'ailleurs, imaginons qu'il soit infecté de manière asymptomatique, comme on en a beaucoup avec le Covid, il va revenir dans sa famille, et puis là, il va infecter des gens, et il va démarrer une épidémie. C'est une hypothèse évidente, d'autant plus que quand vous parlez des fameux gains de fonction, vous savez, dans les échanges de mails avec le docteur Anthony Fauci, le fameux docteur santé des États-Unis, on en a beaucoup parlé, et les 3000 pages de mails, il y a eu, comme vous le savez, un de ses collaborateurs, un virologue, qui a supputé aussi que ça pouvait être, comme vous dites, traité en laboratoire. Il ne s'agit pas d'être traité, c'est pas avec une mauvaise intention. Le laboratoire, c'est fait aussi pour travailler sur les virus, pour manipuler les virus. Sinon, c'est quoi un laboratoire? Et justement, cette personne disait, il se peut que ce virus ait été effectivement manipulé en gain de fonction, comme vous dites, dans le laboratoire de Wuhan. Et Fauci, et là on a eu les mails, enfin c'est pas un secret d'État, Fauci lui a demandé de corriger le tir, et il a fait un rapport en disant non, ça ne peut pas être, et c'était il y a un an, en février 2020, ça ne peut pas être sorti d'un laboratoire. Et là, on a les mails, les échanges de mails qui montrent que, voilà, ça a été beaucoup plus opaque que ça n'a été dit. On a bien pire que ça, puisqu'en fin de compte, Fauci s'est mis, je pense, dans de très mauvais draps, en montant éhontément devant une commission sénatoriale, malheureusement minoritaire, donc encore une fois les Républicains, dans lequel il a dénié totalement le fait qu'ils aient jamais autorisé ou financé des expériences, cette fois volontaires, de gain de fonction, dans lesquelles vous modifiez expressément le virus pour voir si cette modification peut ou non en changer ce qu'on appelle l'hôte, peut ou non en changer la capacité d'infecter les humains. Or, en fin de compte, des documents du NIH lui-même, l'INSERM américain, si vous voulez, démontrent qu'il y a eu de l'argent qui a été donné à une association qui s'appelle EcoHealth Alliance, qui est dirigée par Monsieur Peter Daszak, qui est maintenant beaucoup moins en honneur de santé, et on sait que cette société finançait officiellement les travaux de gain de fonction de Wuhan, et c'est marqué en toutes lettres dans des documents parfaitement publics du NIH. Donc comment Fauci et Monsieur Collins, aussi le directeur du NIH, dire que ça n'avait jamais eu lieu, c'est vraiment un mystère. Je pense qu'il va d'ailleurs en payer peut-être le prix juridique aux États-Unis. Ça me paraît évident. On a beaucoup parlé ici dans cette émission de M. Daszak qui avait ses entrées au laboratoire de Wuhan, etc. Donc on va suivre tout ça. En tout cas, merci Jean-Michel Clavry et merci à vos collègues, parce que si on ne met pas ça sur la table, si on ne fait pas dans la transparence, et après on verra les résultats, eh bien il faut arrêter cette espèce d'opacité, de conflit d'intérêts qui fait que tout est brouillé et que ça ne peut qu'aggraver les choses. Merci beaucoup Jean-Michel Clavry. Je rappelle un signataire de cette lettre ouverte de 31 scientifiques internationaux pour une enquête complète sur l'origine du SARS-CoV-2. Rappelant donc qu'il n'y a toujours pas d'enquête sur l'origine du Covid malgré les 4 millions de morts de Covid.